Bonsoir à tous, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle pause philo. Je suis Marc Schaffner, président de l'association Les Penseurs de Demain, et cette fois-ci, notre invité est Stéphane Clergeau. Stéphane, tu es professeur agrégé de philosophie et tu es en poste au lycée Pasteur et au lycée Cassin en classe prépa commerce à Strasbourg. Tu es aussi très impliqué dans la formation des enseignants en philosophie. Et puis je dois bien préciser que tu étais mon ancien professeur pendant tout un semestre lors de la formation des masters enseignement. Voilà. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la vie, du vivant, et des rapports entre vie, nature et culture. Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup Marc, merci pour ton invitation et merci au PMC de Colmar pour son accueil. Alors, mon exposé s'intitule « La vie, une esthétique des écosystèmes ». Je vous préviens tout de suite, ce propos est très expérimental, avec toutes les insuffisances et les imperfections qui caractérisent ce genre d'opération. Et vos objections et expressions de vos doutes seront les bienvenues si vous souhaitez, lors de la discussion qui suivra cet exposé. Alors, il est question d'esthétique des écosystèmes, c'est ce qu'indique le titre. Mon hypothèse, je vous le dis tout de suite, c'est que dans leur formation, les écosystèmes produisent des effets esthétiques. Il ne s'agit donc pas de considérer qu'il y a des écosystèmes et qu'il s'agirait après coup de les apprécier esthétiquement, éventuellement. Ce que l'hypothèse que j'essaierai d'exposer ce soir veut dire ici, c'est que la formation d'un écosystème, des écosystèmes, est en même temps d'ordre esthétique. En d'autres termes, esthétique, c'est la qualité acquise par des éléments dès lors qu'ils entrent en relation pour former un écosystème. Alors de cette hypothèse, on peut tirer une conséquence, qui est une seconde hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les processus d'auto-formation des écosystèmes et les processus qui sont à l'œuvre dans les arts. Dans un premier temps, je commencerai par montrer les insuffisances des conceptions courantes à propos de l'esthétique et de la différence entre art et nature. Je montrerai dans un deuxième temps ce qui justifie, à mes yeux, mon hypothèse, en présentant quelques facteurs qui sont à l'œuvre dans les processus de formation écosystémique. Dans un troisième temps, je vous présenterai quelques exemples où s'entremêlent art et écosystème. Et enfin, je montrerai, si j'ai un peu de temps, quelques-uns des enjeux de ce travail de reconception. Je commence donc par l'exposition de quelques conceptions courantes touchant l'esthétique et l'art, pour montrer en quoi elles sont, à mon avis, réductrices. Si l'on décrit l'expérience esthétique par le simple fait d'éprouver des sensations et des émotions, comme le terme l'y invite, puisque ça vient du grec aisthésis, qui signifie sentir, eh bien, dans cette perspective, on en fait une affaire qui est psychologique, entre un sujet percevant et un objet qui est extérieur à lui. On dira alors que l'appréciation esthétique, c'est une affaire de goût personnel, et que ces goûts, dans la mesure où ils sont liés à la subjectivité de chacun, ces goûts sont variables et, au fond, irrationnels. Dans ces conditions, si j'apprécie une œuvre d'art ou un objet naturel, un paysage par exemple,
je ne peux pas vraiment m'attendre à ce que les autres partagent cette appréciation. Et dans ces conditions, une entente entre les humains paraît difficile, voire impossible, puisqu'on dit couramment que tous les goûts sont dans la nature, tout à fait la nature, mais dans l'éparpillement des subjectivités isolées les unes des autres par leurs émotions, par leurs sensations particulières, privées, leurs expériences particulières. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas, semble-t-il, d'entente possible. Ce qui renforce cette conception, c'est l'idée que l'appréciation esthétique, c'est une réception, celle d'un spectateur ou d'un auditeur qui est passif. Qui est passif et donc qui reçoit à la fois les sensations et les émotions qu'il éprouve, sans forcément qu'il puisse d'ailleurs les communiquer, ou si ce n'est par des expressions assez convenues et assez peu explicites, comme c'est beau, j'aime bien, etc. Autre conception réductrice, celle qui consiste à assigner à l'expérience esthétique un domaine privilégié qui est l'art, c'est-à-dire la production d'artefacts destinés à une appréciation esthétique. À cela, on peut objecter qu'il est discutable de limiter l'engendrement esthétique à la production artefactuelle, puisqu'on a de bonnes raisons d'estimer que les processus dits naturels engendrent eux aussi des ensembles, des formations qui peuvent être puissamment esthétiques. Il suffit de planter son appareil photo quelque part, si c'est dans un lieu naturel, de faire la prise de vue et on a toutes les chances d'avoir un cliché qui est à peu près regardable, ce qui est moins évident si on prend en photographie quelque chose qui n'a pas été engendré par la nature, un échangeur autoroutier par exemple. Troisième conception discutable, sur l'idée que seul ce qui est esthétique, seul ce qui vient de l'art est esthétique, j'y reviendrai dans quelques instants. Il y a une troisième conception discutable que l'on pourrait appeler la conception spiritualiste de l'esthétique, qui revient à considérer que pour qu'un objet soit véritablement esthétique, il doit être le produit d'une intention et exprimer l'esprit qui l'a composé. On a tendance, et de nombreux philosophes souscrivent et alimentent cette conception, on a tendance à penser que pour être esthétique, un objet doit être produit en fonction d'une fin. Une fin qui est poursuivie par quelqu'un qui pense l'objet avant de le produire. L'appréciation esthétique est alors présentée comme la rencontre de deux âmes. C'est donc une affaire d'esprit, une affaire spirituelle. Or, la nature qui procède à la vol ne saurait, dans ces conditions, être un prétendant sérieux à l'appréciation esthétique. Puisqu'il n'y a personne derrière, il n'y a personne qui nous communique quelque chose de sa pensée, de son esprit, etc. Alors, cette nature, qui est ainsi dévaluée esthétiquement, voire même disqualifiée,
elle peut cependant être rachetée par les héritiers d'une longue tradition de pensée aussi, marquée par la théologie, qui a étendu la possibilité de l'expérience esthétique aux réalités de la nature, en voyant cette nature comme une production intentionnelle, qui est celle du créateur, qui est Dieu, le grand artiste, le grand horloger. Si bien que l'appréciation esthétique est à nouveau la rencontre entre deux esprits, celui d'une créature humaine et celui du créateur de toute chose, qui est en même temps son créateur à cette créature humaine, qui est donc le créateur de toute chose, qui est Dieu. Du reste, le terme nature est originellement employé en référence à Dieu. On utilise le mot nature en le confondant plus ou moins avec la création. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je ne vais pas trop vite. Alors, en s'opposant à ces conceptions spiritualistes, l'esthétique contemporaine, notamment celle de Nelson Goodman, qui est un philosophe américain de la seconde moitié du XXe siècle. Nelson Goodman invite à voir l'œuvre d'art comme la mise en fonctionnement symbolique d'un objet artefactuel. Alors, pour comprendre ça, on peut penser à l'épave de voiture de sport que l'on voit en ce moment dans la nef du musée d'art moderne de Strasbourg. Il s'agit d'une œuvre d'art qui s'intitule Giulietta, d'un artiste français contemporain qui s'appelle Bertrand Lavier. Qu'est-ce qui distingue cette œuvre, qui est une épave de voiture, de la même épave de voiture qu'on verrait dans une casse auto, chez un ferrailleur? Qu'est-ce qui la distingue fondamentalement? Arthur Danto aussi, autre philosophe important de langue anglo-saxonne, américain, lui aussi a réfléchi sur ces questions-là. Hein? Deux objets perceptuellement identiques ne sont cependant pas d'une même nature, puisqu'il y en a un qui est une épave de voiture, l'autre une œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, ça n'est pas l'objet dans sa matérialité, ce n'est pas qu'il a été produit par l'artiste, c'est le fonctionnement symbolique dont cet objet est doté, et c'est cela qui en fait une œuvre d'art. Et ce sont des propriétés particulières de ce fonctionnement symbolique qui donnent à cet objet sa dimension esthétique. Et Nelson Goodman fait la théorie de ces fonctionnements symboliques en analysant notamment l'exemplification littérale ou métaphorique, tout un certain nombre de fonctionnements pour montrer que, au fond, un objet n'est pas une œuvre d'art par lui-même, il est à partir du moment où il fonctionne dans une espèce de réseau symbolique. Et apprécier une œuvre d'art, c'est mettre en relation cet objet avec tout un ensemble d'éléments symboliques. Voilà, je n'en dirai pas davantage, mais cela me permet d'arriver à la conclusion ici que un objet naturel ne fonctionne pas symboliquement, et dans ces conditions, l'appréciation esthétique n'est pas du même ordre dans l'art que dans la relation à des réalités naturelles.
Alors certains franchissent le pas, ils vont plus loin, pour dire qu'il n'y a pas d'esthétique sans art. Ce n'est pas, me semble-t-il, ce qu'on trouve chez Goodman, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve chez un philosophe français qui s'appelle Alain Roger, qui a beaucoup travaillé sur notamment la question du paysage. Et Alain Roger, en construisant le concept d'artialisation, défend l'idée qu'il n'y a d'appréciation esthétique possible que là où il y a une médiation artistique. Cela permet de marquer la différence notamment entre le pays, c'est-à-dire ce qu'on regarde, qui peut être purement naturel, une montagne, des forêts, des rivières, donc le pays et le paysage. Et l'idée d'Alain Roger, c'est que on ne peut apprécier un paysage que si des peintres, notamment, nous ont appris par leur production à regarder et apprécier des sites naturels. Donc, il faut ici une médiation par le travail de l'artiste. Donc, c'est la nécessité de cette artialisation dont parle Alain Roger. Ce que je vous ai présenté assez rapidement nous place devant une série de dualismes, notamment celui entre objet et émotion esthétique, entre art et nature, entre esprit et nature, entre art et vie ordinaire, puisque l'art, c'est ce qui est censé nous sortir de l'ordinaire, par exemple, ou bien encore entre le sujet qui apprécie et l'objet qui est apprécié. Alors revenons à la question de la nature. Est-ce qu'on a besoin d'une référence divine pour juger esthétiquement les réalités naturelles? On peut bien sûr penser que si la nature, j'emploie ce terme avec des guillemets, vous comprendrez pourquoi dans la suite, si la nature est aussi admirablement agencée, c'est qu'elle fait signe vers l'intelligence qui l'a conçue. Et là, on revient en direction d'une conception, disons, créationniste, divine. Mais la révolution darwinienne a mis un coup d'arrêt à cette croyance en montrant que ce vaste ensemble s'est peu à peu formé au cours d'un processus temporel extrêmement long qui est évidemment inconcevable à une échelle humaine. Partons dans ces conditions de l'hypothèse que la nature c'est un vaste ensemble qui s'est composé lui-même. Mais pour mieux comprendre ceci, il faut remettre en question en fait le concept même de nature. Et cette remise en question s'impose, me semble-t-il, en raison d'un présupposé qui est transporté par ce concept dans ses valises, qui est un autre dualisme, qui est l'opposition à la culture. Et donc aux activités qui forment une culture, ou la culture, parmi lesquelles se trouve l'art. L'anthropologue Philippe Descola a montré assez magistralement que le concept de nature, c'est un phénomène culturel, au fond, particulier, dont on ne trouve pas d'équivalent dans la plupart des cultures extra-européennes. Et par de la nature et culture, Descola remet en question le bien fondé de l'usage de ces concepts, celui de nature et celui de culture. Alors, que pourrait-on mettre à la place du concept de nature et comment dépasser ces dualismes?
Le concept le plus opérant, à mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est celui d'écosystème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un système, d'une manière générale, un système, c'est un ensemble d'éléments interdépendants. Un écosystème peut être caractérisé comme un ensemble d'éléments qui entrent en relation de telle sorte qu'il y a de la vie, que cela permet à la vie d'exister et de se maintenir. C'est surtout ça qui est important. Alors, quelques précisions sur l'idée de dépendance et l'idée d'interdépendance pour que les choses soient un peu plus claires, j'espère. Ce qu'on appelle la dépendance simple, ça signifie que un élément A est dépendant d'un élément B si la disparition de B entraîne soit la disparition de A, soit la mise à mal du fonctionnement ou du bien-être de A. Donc ça, c'est la dépendance simple. Donc B, selon ce schéma, est la condition soit d'existence, soit de l'épanouissement de A. L'idée de dépendance simple. Et il y a interdépendance, là où les deux éléments dépendent mutuellement l'un de l'autre. Donc ça, c'est le schéma simple de l'interdépendance. Sauf que dans un écosystème, les interdépendances ne se situent pas simplement entre paires d'éléments. Les relations d'interdépendance sont en règle générale indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'éléments, des tas de réalités vivantes dont nous ne pouvons pas savoir à quel point nous dépendons d'elles, dans la mesure où elles sont liées à tout un ensemble de chaînes alimentaires, notamment, à tout un ensemble de processus parfois extrêmement complexes, d'échanges chimiques avec l'atmosphère, et si bien que le lien que nous avons avec ces éléments, c'est un lien qui est imperceptible, et il faut parfois des travaux très importants pour mettre en évidence ces liens. Alors, le concept d'écosystème, pour mieux le comprendre, on peut également le distinguer, l'opposer au concept d'environnement. L'environnement, c'est simplement ce qui nous entoure. Et on peut tout à fait changer d'environnement. Pourquoi ? Parce que c'est simplement l'ensemble des choses qui nous entourent. Donc celui qui est entouré d'un certain nombre de choses peut tout à fait s'imaginer dans un autre contexte, entouré de toute autre chose. Seulement, en d'autres termes, dans cette perspective-là, il n'y a pas de dépendance ou d'interdépendance nécessaire. Et en tout cas, le concept d'environnement ne suggère pas cela. Il en va tout autrement avec le concept d'écosystème, puisque nous pouvons changer d'environnement, et ce sera le cas pour moi dans quelques heures, puisque je retournerai à Strasbourg, donc je changerai d'environnement, mais on ne peut pas changer d'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extraire d'un écosystème dans la mesure où ce que nous sommes dépend de tous les éléments de l'écosystème qui sont autant de conditions sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Donc, d'une manière générale,
il n'y a pas de vie sans relation. Et vivre, c'est être en relation, et être en relation de multiples manières. C'est donc vivre avec. La vie, d'une manière générale, c'est un processus ou une réalité qui est fondamentalement symbiotique. On ne vit pas tout seul en étant complètement isolé de toutes les conditions qui nous permettent de vivre, ces conditions étant formées par d'autres vivants. Alors depuis Lamarck et Darwin, on a les meilleures raisons, me semble-t-il, de penser que la vie sur Terre a commencé sous la forme primitive d'un assemblage complexe de molécules capables de capter l'énergie solaire et d'abriter en leur sein les processus de synthèse chimique et d'autoréplication. Ce sont ces proto-organismes qui, au fil des premiers millions d'années, ont modifié, ont peu à peu contribué à modifier la composition chimique de leur environnement en libérant du gaz carbonique et contribué à la formation d'une atmosphère protectrice. Cette atmosphère étant favorable à la formation d'autres organismes plus complexes. Ces formations d'organismes plus complexes, dues à des mutations dans l'autoréplication de ces proto-organismes, ont conduit à complexifier les relations entre les organismes eux-mêmes de façon à former progressivement des chaînes alimentaires et des liens entre ces organismes sous forme de nutrition et de coopération diverses. En ce qui concerne la nutrition, l'idée d'écosystème nous permet de comprendre des choses qui peuvent paraître contre-intuitives à première vue. On peut regretter que les loups mangent des chevreuils, mais les loups ont autant besoin des chevreuils que les chevreuils des loups. Aussi paradoxal que ce soit. Et il y a une relation d'interdépendance entre eux. Parce que si les loups disparaissaient, ça c'est très bien montré notamment par Aldo Leopold dans un très très beau texte qui s'intitule « Penser comme une montagne », si les loups disparaissaient, que se passerait-il pour les chevreuils ou les cerfs, les cervidés de manière générale? Ça irait très bien, mais dans un premier temps seulement. C'est-à-dire qu'ils ne seraient plus inquiétés, mais la population des cervidés grossirait, les ponctions effectuées par les cervidés sur leur milieu végétal, sur la forêt, seraient trop importantes. La forêt finirait par être très malmenée et disparaître, ce qui entraînerait aussi la disparition des cervidés. Donc les relations d'interdépendance sont assez complexes et les relations de coopération ont quelque chose d'assez complexe également. Autre chose, le concept d'écosystème, il permet de rendre compte du fait que le milieu dans lequel évoluent les organismes a été formé par ces derniers. C'est-à-dire que l'écosystème n'est pas un espace neutre, un pur contenant qui serait indifférent à la manière dont les êtres vivants évoluent en son sein. Dans cette perspective, toute vie, que ce soit celle d'un organisme individuel ou la vie d'un écosystème particulier, ou encore de l'écosystème terrestre dans sa globalité,
toute vie est faite de relations. On peut même dire que c'est la relation qui fait la vie, et c'est la relation qui fait les éléments. Donc les relations dans un écosystème précèdent les éléments qui forment l'écosystème. Et un organisme qui cesse toute forme de relation avec ceux qui l'entourent, ne serait-ce que sous forme de captation d'énergie solaire pour un végétal, eh bien cet organisme s'atrophie et meurt. Donc, dans cette perspective, puisque ce sont les relations qui forment les éléments, en produisant des effets les uns sur les autres et sur l'ensemble, se trouvent également transformés par les processus qu'ils engagent eux-mêmes. Donc ça va un peu dans tous les sens, mais c'est cela, la complexité de l'interdépendance. La conséquence aussi de cela, c'est que tout accomplissement individuel passe par ces relations avec l'ensemble écosystémique dans lequel l'individu se trouve engagé. On ne peut, dans ces conditions, pas réduire la perfection d'un élément donné, d'un individu, à cet individu considéré de manière statique, indépendamment des relations qu'il entretient avec son milieu. Et pour apprécier une perfection, la perfection de quelque chose, eh bien, la considération de la forme ou de la manière dont la substance individuelle remplit son essence, eh bien, cette manière de concevoir la perfection est extrêmement réductrice, parce qu'elle isole l'élément de toutes les relations sans lesquelles il ne serait tout simplement rien. En réalité, dans ces conditions, il me semble qu'il est impossible d'apprécier les contours de la perfection, si bien que parler de perfection n'est peut-être pas si opérant que cela. Ça va toujours? Oui, merci. Alors, quelles conséquences peut-on en tirer sur la question de l'esthétique? Je reviens à mon sujet. Eh bien, sachant qu'il est un organisme vivant, le sujet qui perçoit et qui apprécie n'est pas constitué comme tel, indépendamment de tous les liens et de tous les processus qui s'entrecroisent en lui. On peut même aller plus loin en disant que et le sujet percevant, et la perception, et l'appréciation esthétique ne sont que la rencontre, l'entrelacement de trajectoires multiples. C'est une affaire de relation. Ça n'est pas l'affaire d'un simple observateur isolé qui regarde tout en étant détaché, en mode spectateur complètement détaché et passif par rapport à ce qui l'entoure. C'est cette rencontre qui, dans certaines conditions, c'est-à-dire cette rencontre, ce croisement de multiples trajectoires, c'est cette rencontre qui peut devenir un moment proprement esthétique. Et donc c'est par abstraction et de façon artificielle, purement réflexive, qu'on identifie, ou plutôt qu'on pense identifier, après coup, un sujet d'un côté, un objet de l'autre, des sensations, des émotions, enfermées dans le sujet, dans la subjectivité du sujet. Et donc, cette séparation que l'on fait entre ces entités qui existeraient par elles-mêmes, cette séparation n'est pas recevable, à mon avis. Elle n'est pas concevable, et elle n'est pas concevable à l'échelle d'un organisme vivant quelconque. Hein. Dans la mesure où, pour les organismes vivants, pour un organisme vivant quelconque, qu'il soit humain ou animal, eh bien, toute sensation a un enjeu pratique, un enjeu en termes d'action.
C'est-à-dire que ce qu'un animal écoute autour de lui, c'est ce qu'il sent, ce qu'il touche, ce qu'il voit. Tout cela comporte des enjeux qui sont pratiques et qui peuvent être des enjeux vitaux, hein, mais l'animal se repère constamment, il est dans un processus de repérage, et en même temps, ce qu'il met en relief dans ce qu'il perçoit, eh bien, c'est toujours lié à des actions potentielles. C'est ce que nous faisons aussi, nous les humains, hein, même si nous croyons être parfois des êtres de pure contemplation, hein, gratuite, désintéressés, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là, mais ça me paraît nettement discutable. Ce qui ne veut pas dire que les enjeux de la perception sont toujours centrés autour de besoins, hein, de besoins organiques. Du reste, c'est une manière assez réductrice de considérer la vie animale, et pas seulement la vie humaine. Alors, dans cette perspective-là que j'essaye d'esquisser ce soir, ce qu'on appelle la joie, ou l'extase, ou la plénitude, ou le ravissement, ce sont des termes par lesquels on essaie de rendre compte de ces moments esthétiques où le sujet se sent confondu avec le tout dont il fait partie. Et même, ici, on peut dire que c'est le tout qui donne au sujet d'être ce qu'il est, de sorte que le rapport s'inverse en quelque sorte, hein, ce n'est pas le sujet qui contemple, c'est l'ensemble qui le contemple, qui lui donne vie, qui l'anime, et c'est en quelque sorte l'ensemble qui se contemple à travers lui. D'où cette impression parfois très forte, très profonde, que l'on peut éprouver à recevoir une puissance, un pouvoir, une vitalité qu'on ne saurait déployer soi-même à partir de soi-même. L'expérience esthétique apparaît alors comme une intensification de la vie. À titre d'exemple, ne peut-on pas comprendre l'émotion qu'on peut éprouver à parcourir une forêt primaire et ne peut-on pas comprendre cette émotion comme l'expérience directe d'une telle intensification de la vie, à faire l'épreuve de l'extraordinaire complexité à laquelle les processus vitaux ont pu aboutir à la faveur d'une durée extrêmement longue. Alors, à la lumière de ces quelques éléments, je propose l'hypothèse suivante. Je la formule un peu plus précisément, c'est qu'il y a esthétique et possibilité d'appréciation esthétique lorsque les relations qui forment un écosystème accèdent à un niveau qualitatif élevé. Le passage à un plus haut niveau qualitatif, c'est une intensification qui se traduit dans l'expérience animale, peut-être aussi particulier humaine. Ce passage à un plus haut niveau qualitatif se traduit par une émotion qui a quelque chose à voir avec la joie. C'est-à-dire le passage à une forme de perfection, ou un plus haut niveau d'intensité en termes de perfection. Ça ne peut pas être destructeur ici, sinon il ne serait pas question de joie. Donc une expérience acquiert une qualité esthétique lorsque tous les éléments, toutes les phases qui la forment s'inscrivent dans une continuité et que les séparations, les dichotomies, les oppositions n'ont plus cours. C'est donc la réalisation écosystémique comme telle. Alors, je vous propose à présent d'entrer dans un examen un peu plus attentif des modalités de formation d'un écosystème. Parmi ces modalités, on peut
trouver, me semble-t-il, la rencontre, qu'on peut caractériser de la manière suivante. La rencontre, c'est le moment commun de deux êtres, au moins, étrangers l'un à l'autre. Et si on reformule ça dans le vocabulaire systémique, on peut dire que c'est le moment de l'émergence. C'est-à-dire que quelque chose se passe entre des éléments qui au départ étaient dissociés, éloignés, et qui va donner lieu à un phénomène commun qui est irréductible à la simple somme des éléments. À titre d'exemple, je vous en donnerai quelques-uns. De l'eau, des grains de sable et la lumière du soleil. Ensuite, il y a, on peut trouver ou identifier ce qu'on appellerait la composition. La composition, ça veut dire que, sachant qu'aucun élément n'existe indépendamment de ses relations avec les autres, toute position individuelle, particulière, est nécessairement une composition, c'est-à-dire c'est une position avec. Alors, si on devait préciser les choses, il faudrait dire, me semble-t-il, qu'on parle de composition plutôt dans les situations où les éléments parviennent à un état d'équilibre relatif. Donc, à titre d'exemple, une plage, des grains de sable, chaque élément dans ces jeux de relief semble avoir trouvé la place qui lui convient. Je vous montre quelques exemples. Je ne sais pas si oui, vous voyez quelque chose. Très bien. Voilà, c'est sur une plage. Alors ça, c'est plutôt de l'ordre de la rencontre entre quelques algues, l'eau et le ciel qui se reflètent, parce qu'il y a une mince couche d'eau sur le sable. Voilà, là aussi, les dessins formés par l'écoulement de l'eau. Puis cette forme étrange qui est composée avec la présence de cette pierre. Ça, ce sont des rides à la surface de l'eau et des algues, des traits particulièrement étoffés, chevelus. Bien ceci, ou encore cela, et c'est tout. J'en parlerai peut-être de la grande vague de Kanagawa de Hokusai. Dès lors qu'il y a composition, vous l'avez vu à travers ces exemples, il y a de la texture, il y a du relief, il y a des contours qui sont plus ou moins nets, il y a de la couleur. Et rien de tout cela n'est guidé par une intention. Tout cela se fait au hasard, mais ça n'est pas chaotique, ça n'est pas désordonné, ça se met dans un certain ordre, ça se compose. Et il me semble que cette composition a quelque chose d'esthétique, d'entrée de jeu. On peut passer des heures à regarder le sable d'une plage, à regarder la manière dont l'eau transforme progressivement les vagues, transforme progressivement la surface, fait apparaître certains galets, les fait disparaître,
creuses, des ridules ou des sillons un peu plus nets. C'est un spectacle à part entière. Enfin, pour moi, c'est un spectacle. C'est comme du cinéma, quoi. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On peut venir en milieu de séance, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant. Et puis c'est gratuit, on n'a pas besoin de présenter son passe sanitaire. Alors, autre caractéristique, ce que j'appellerais la transfiguration ou la transmutation, ça veut dire que pour un même système que l'on considère dans le temps, dans la diachronie, c'est le passage vers des propriétés différentes de celles qui caractérisaient l'état précédent. Exemple simple, le passage de la chenille au papillon. C'est un même système, mais qui passe d'un certain ensemble de caractéristiques à des caractéristiques qui sont totalement différentes. Ces mutations, ces transmutations, supposent en tout organisme une certaine plasticité. Autre caractéristique, l'itération, qui peut prendre plusieurs formes selon que l'itéra, c'est-à-dire ce qui est produit, c'est-à-dire ce qui est répliqué, reste attaché au système, et à ce moment-là on obtient l'arborescence, ou bien lorsque l'itéra se détache de ce qu'il a engendré, et là ça donne par exemple la reproduction simple. Et donc l'itération, c'est une forme de répétition, et c'est la capacité d'un système à se reproduire selon des modalités variables. Et on peut penser ici au travail des artistes, notamment à la pulsation en musique. C'est un processus d'itération, de répétition. Autre caractéristique, les variations. La variation, c'est pour un ensemble de systèmes considérés dans une synchronie, cette fois-ci, ou un même système considéré de manière diachronique, c'est-à-dire dans la durée, le fait de présenter des éléments divergents associés à des éléments fondamentaux semblables. Donc, je ne vais pas... c'est pour ça qu'on peut éprouver du plaisir à regarder gratuitement des passants dans la rue. C'est le plaisir de la variation. Tiens, celui-là, il est un peu plus grand, et puis il est bizarrement habillé, celui-ci, et ainsi de suite. Alors, on peut comparer ça avec le plaisir qu'on peut avoir, très gratuit et non signifiant, qu'on peut avoir à voir des passants ou à voir des arbres au cours d'une promenade en forêt. On peut le comparer par contraste avec la déception qu'on peut éprouver à voir des plantations d'arbres, où là, la variation elle est beaucoup plus mince, voire même inexistante. Sachant qu'une plantation d'arbres, ce n'est pas une forêt. Alors donc si la simple répétition peut être lassante, c'est parce qu'il manque souvent l'ingrédient de la variation. Et la variation, on le voit, affecte aussi la manière dont les organismes se reproduisent, puisque sans variation, il n'y aurait pas eu tout ce développement et toute cette formation écosystémique qui nous permet de vivre. Autre aspect, l'emboîtement des écosystèmes, qui signifie que tout organisme peut être considéré comme un écosystème, formé par les différentes parties qui interagissent en lui et qui comprennent des éléments étrangers. Par exemple, on peut penser au microbiote qui peuple le corps humain. Les bactéries qui forment le microbiote sont à peu près aussi nombreuses que les cellules du corps humain. Donc chacun d'entre nous est un écosystème, mais il y a des écosystèmes plus larges, ce qu'on appelle les milieux, et puis il y a
l'écosystème global, qui est l'écosystème terrestre. On a donc ici une structure fractale. On peut penser, les fougères exemplifient très bien ces structures fractales. Et cette structure fractale, eh bien, elle permet des variations d'échelle. Si bien que ce qui se joue à l'intérieur d'une partie peut être trouvé semblable à ce qui se joue dans l'ensemble où cette partie se trouve. On peut alors circuler entre ces différents niveaux et éprouver un plaisir gratuit, quelque chose, une satisfaction esthétique à circuler entre ces différents niveaux. C'est la raison pour laquelle la photographie en mode macro peut fasciner. C'est que tout d'un coup on se rend compte que ce petit détail devient un univers à lui tout seul. Ou bien on peut apprécier le détail d'un tableau. Pourquoi pas une simple touche de couleur. Et ce détail peut être pris comme une œuvre à part entière. Et donc la partie devient aussi intéressante que le tout. L'appréciation du tout se nourrit de l'appréciation de la partie, et réciproquement. Et donc l'appréciation d'un élément, qu'elle soit d'ordre esthétique ou cognitif d'ailleurs, se fait en faisant varier les échelles de référence, interne, externe locale, externe globale, etc. Autre caractéristique qui me paraît intéressante, l'entrelacement. Il y a entrelacement lorsque deux trajectoires se rencontrent pour se prolonger ensemble, de telle sorte qu'il n'est plus possible d'identifier dans un segment considéré quelles sont les trajectoires initiales correspondantes. Autre caractéristique encore, le prolongement. Pourquoi est-elle importante? Parce qu'aucun système vivant ne demeure fermé sur lui-même. Pas même l'écosystème terrestre, puisqu'il a besoin de recevoir de l'énergie solaire. La composition suppose toujours une forme de prolongement. Et on peut mettre dans l'extension de ce terme la perception. Percevoir et être perçu, ce sont des formes de prolongement. La perception est pour un organisme la manière dont il se prolonge au-delà de son enveloppe corporelle. Mais on peut tout aussi bien considérer cette perception par l'organisme comme une manière pour les éléments extérieurs à son enveloppe corporelle de se prolonger en lui. Donc le prolongement va dans les deux sens. Donc l'itération peut être vue comme une forme de prolongement aussi. Et enfin, dernière caractéristique de cette liste, l'interpénétration. Pour le dire sommairement et approximativement, tout est dans tout, ce qui entraîne l'abolition des frontières rigides entre intérieur et extérieur et l'abolition de la segmentation temporelle. On a bien vu que pour un organisme considéré, sa forme se comprenait comme relation avec son milieu, dans l'état où il se trouve, dans la situation où il se trouve, et cette forme se comprend aussi en relation avec son passé phylogénétique, c'est-à-dire voilà, tous les organismes qui l'ont précédé et qui ont conduit à son engendrement. Et ce passé phylogénétique intègre en lui-même de très longues séries d'interactions avec les états antérieurs du milieu. Donc on reste toujours ici dans une forme de composition. Et donc chaque élément d'un système porte ce système en lui-même, en quelque sorte. Ce qui nous reconduit à l'idée d'emboîtement que j'ai décrite au début. Et donc l'interpénétration et l'emboîtement forment les conditions de transfert de propriété entre les éléments et l'ensemble qu'ils composent. Par exemple, un arbre reçoit un certain nombre de propriétés de la forêt où il pousse. Par exemple, il n'aurait pas la même forme ou la même taille dans un milieu différent, avec des arbres plus hauts ou moins hauts. Mais cet arbre contribue aussi par sa croissance aux propriétés globales de la forêt. Alors,
Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être considérées séparément les unes des autres. Comme je l'ai suggéré, mais pour revenir rapidement là-dessus, la composition peut être formée par la répétition d'éléments simples, des grains de sable sur une plaque. Ou bien la composition peut être celle de la rencontre d'éléments très divers, pas nécessairement question d'itération, qui se prolongent d'une manière ou d'une autre, les uns dans les autres. Sinon, on a affaire à quelque chose comme de l'hétéroclite pur. Alors, dans un troisième moment, je vais vous montrer, à travers quelques exemples, comment se jouent ces processus. Sans vous présenter d'exemples, mais je vais évoquer quelques cas, on peut observer, me semble-t-il, que dans le cas de la musique, qui peut être vu comme l'art d'entrelacer les sons, de combiner les sons, on retrouve, me semble-t-il, toutes les caractéristiques que j'ai évoquées. La rencontre des sons, des notes, des textures, l'itération que l'on retrouve dans la pulsation, ou bien dans la répétition d'un même motif, on peut penser au leitmotiv dans l'opéra de Wagner, ou d'un refrain. On peut penser aussi au rôle de la répétition dans les musiques minimalistes, chez Steve Reich par exemple, dans Music for 18 Musicians, qui est une œuvre tout à fait étonnante. L'emboîtement aussi, qui se retrouve dans les compositions à plusieurs mouvements, où chaque mouvement peut être considéré comme une œuvre à part entière. Et ce qui est intéressant aussi avec la musique, c'est qu'elle n'est pas censée signifier quelque chose. On l'écoute pour elle-même et on se laisse conduire par le jeu des sonorités. Par exemple, on se laisse dériver en écoutant une sonate de Fauré au fil de la ligne mélodique d'un violoncelle échangée avec celle du piano, où l'on retrouve à la fois des variations et des formes d'entrelacement entre le jeu des différents instruments. J'avais prévu quelques exemples, mais cette fois-ci poétiques et exotiques, si je puis dire, avec de la poésie japonaise. Alors, pourquoi ce choix? Parce que les haïkus, ce sont des poèmes très courts, donc vous les avez sous les yeux, en 17 syllabes, avec 3 vers, respectivement de 5, 7 et 5 syllabes. Les haïkus se caractérisent par la simplicité de l'exposition. Il n'y a pas d'effet de style. On est dans l'esquisse, dans la suggestion, quitte parfois à maltraiter la syntaxe elle-même. Et ce qui est intéressant avec les haïkus, c'est que ces énoncés sont tellement condensés, et à la fois tellement simples, qu'ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Et ils invitent, ce faisant, à de multiples prolongements, de multiples itérations et à des parcours, au fond, qui vont leur donner toute leur saveur. Donc, si on les lit très vite et machinalement, ils sont dépourvus de saveur. Si en revanche on les laisse vivre et prendre leur place, à ce moment-là on peut apprécier toute la saveur qu'ils peuvent avoir ces poèmes. Ce qui caractérise les expressions des haïkus, c'est aussi l'ambiguïté des expressions, qui empêche toute assignation monolithique qui enfermerait le poème et son lecteur dans des significations figées, c'est-à-dire dans une totalité au contour net. Et puis, si j'ai pensé au haïku, c'est aussi parce que la pensée japonaise, et en particulier ici, dans cette expression littéraire, est imprégnée par le sens de l'interdépendance.
Alors, premier poème, c'est Bachot, grand poète classique du XVIIe siècle, immense poète japonais, grand voyageur, et donc dans ce premier poème que vous avez ici avec la transcription en alphabet latin et une traduction possible, donc Bachot c'était un grand voyageur, et on imagine ici une halte en montagne au-dessus d'une rivière. C'est donc une rencontre où les éléments de la situation vont s'interpénétrer. Et le poème peut être vu lui-même comme le prolongement de cette rencontre, mais cette fois-ci dans un médium particulier qui est le langage. Alors qu'est-ce que l'on peut y voir? Il est question de vie. Donc on a une situation particulière, un moment particulier, et puis il est question de la vie en général, et de la condition de tout être vivant, au fond. Le pont suspendu, est-ce que nous ne sommes pas tous comme ce pont, soi-même suspendu au-dessus d'un vide, entre deux rives, hein. Donc il y a une forme ici d'interpénétration entre les éléments qui sont en présence et entre le poème et celui qui l'apprécie. Interpénétration aussi entre des éléments que nous avons ordinairement tendance à dissocier, les artefacts, le pont, les plantes, le végétal, et puis l'humain. Tout ici se trouve non seulement associé, mais beaucoup plus fortement, puisqu'il est question d'interpénétration. Puisque ces entités, au fond, qu'on a tendance à distinguer, se prolongent les unes dans les autres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'ambiguïté du verbe, du deuxième vers, kalamu. Inochi, c'est la vie, et inochi, o, c'est un marqueur syntaxique qui signifie qu'on a affaire à un accusatif, un complément d'objet. Donc, accrocher la vie, littéralement, hein, ça veut dire ça. Pourquoi y a-t-il ambiguïté? Parce qu'il n'y a pas de conjugaison en japonais. C'est l'une des facilités de l'apprentissage du japonais, à côté d'autres difficultés qui sont tout à fait redoutables. Alors, qui enlace la vie ici? Ce qui est particulier aussi au japonais, c'est qu'on peut utiliser un verbe sans thématiser le sujet. Donc ici, on ne sait pas qui enlace la vie. Est-ce que ce sont les vignes et les plantes grimpantes? Est-ce que c'est éventuellement le pont suspendu, ou est-ce que ça n'est pas Bachot lui-même qui enlace la vie, qui s'accroche à la vie, hein? Et donc, on a ici un partage de conditions qui est suggéré entre Bachot, les plantes, le pont. Il y a une traduction moins littérale qui est celle de Johann Titus Carmel, qui donne « au péril de leur vie », qui souligne ce qui est suggéré ici par la situation, qui est être au-dessus du vide. Et ce qui est surtout frappant et touchant, c'est la vitalité qui est suggérée par le redoublement des éléments végétaux qui forment le dernier vers, hein. Et l'évocation qui est ici renforcée par ce caractère chinois, pris de l'écriture chinoise, ce kanji, qui associe la clé du végétal, donc ce sont les trois traits qui sont en haut, avec ici un autre caractère qui est utilisé et qui peut être utilisé séparément, qui signifie oiseau.
Donc les vignes, ici les vignes sauvages, les vignes vierges, ce sont les plantes oiseaux. Ce qui vient renforcer, vous le voyez, cette idée de suspension, voilà, se trouver dans un moment de suspension, d'élévation, ce qui suggère une transfiguration, au fond, de l'animal vers le végétal, ou du végétal vers l'animal. On a donc ici un poème qui se nourrit d'une expérience où tout s'entremêle pour devenir indissociable. Il n'y a pas Bachot d'un côté avec ses sentiments et ses émotions et les plantes de l'autre, puis le pont, abstraction faite du reste qui n'est même pas évoqué. Il y a l'expérience écosystémique qui transfigure les facteurs qui la composent, ce qui donne à l'ensemble son intensité et sa beauté. Donc celui qui fait l'expérience ici, et qui n'est même pas nommé comme tel d'ailleurs, s'il n'est pas nommé comme tel, c'est qu'il se confond. Ici, le poème suggère qu'il se confond dans le micro-écosystème où il se trouve. Et son expérience, elle est relation, elle est tension d'une rive à l'autre, et relation métaphorique avec la condition de tout être humain, et plus largement encore de tout être vivant, être suspendu au-dessus du vide. Il y a donc dans le poème ici une série de mises en relation qui s'inscrivent dans le prolongement des relations formant l'écosystème en question ici. Et l'émotion, s'il y en a une, elle vient de la circulation dans les éléments du poème en prise directe sur les éléments de l'écosystème. Je vous donne un autre exemple. Bon. Je vois que l'heure tourne. Bon, je vais essayer 5 minutes. Alors, il y a dans le second poème, bon, je vais laisser tomber le troisième. Il y a dans ce second poème de Bachot, ici, voilà, en ce monde, la récolte du riz, en ce monde affairé, la récolte du riz, ici, chez moi, Bachot, qui suis pauvre, l'ermitage de paille. Ce qui est intéressant, c'est la répétition de la première syllabe, hein, yo et io. Yo qui signifie le monde, hein, au milieu de ce monde, littéralement, yo no nakawa, et kusano io, c'est la hutte ou l'ermitage de paille. Cette répétition avec une légère variation, hein, c'est une répétition homophonique ou quasi homophonique, suggère un emboîtement du microscopique dans le macroscopique, comme dans l'écosystème, et au fond une transfiguration. Est-ce que le monde n'est pas finalement qu'une petite cabane de paille, hein? Et est-ce que moi qui suis pauvre dans ma cabane de paille, est-ce que je ne suis pas en même temps au monde, en relation avec toutes les choses qui m'entourent? Ce qui suggère que le poète, s'il reste à l'écart des affaires humaines, c'est pour mieux se mettre en contact avec tout ce qui l'entoure, avec quoi il est relié. Et donc on retrouve ici le motif récurrent de l'interdépendance. Et l'abolition des frontières entre intérieur et extérieur, dedans et dehors, puisque les murs sont extrêmement relatifs. On a affaire vraiment à des relations d'interpénétration. Bon, je suis désolé, je dois écourter un certain nombre de choses. Et, je comptais vous montrer quelques photos, mais bon, je n'en ai pas le temps, je regrette beaucoup. Alors,
ce que j'ai cherché à vous montrer à travers tout ça, c'est que il n'y a pas d'appréciation esthétique sans relation. Ces relations, elles sont opérées dans l'œuvre, et l'appréciation esthétique, c'est un processus qui est actif. On ne reçoit pas les choses, on met en relation, et c'est cette mise en relation que l'on fait entre les éléments de l'œuvre qui est la condition d'une appréciation au vrai sens du terme. Ce que j'essaie de montrer ici aussi, c'est que ce qui se joue dans l'appréciation d'une œuvre est semblable à ce qui se joue dans la formation des écosystèmes et aussi dans la manière dont on peut apprécier un lieu naturel lui-même, hein, qui n'est pas le produit d'une entreprise artistique. Si bien que il est injustifié de reléguer l'expérience esthétique à une sphère qui est purement subjective, puisque c'est l'expérience du dépassement de celle-ci dans l'immersion dans un milieu. Et une œuvre d'art peut être justement le vecteur permettant une telle mise en relation, puisque l'œuvre d'art suggère de telles mises en relation. Alors, quelques conséquences. Oui, alors juste rapidement, on est tenté de marquer la différence entre art et écosystème en insistant sur le fait qu'une production artistique intentionnelle, comme je vous l'ai dit, alors elle l'est certainement, mais c'est lorsqu'un artiste parvient à un très haut niveau d'intégration qu'il agit avec spontanéité, parfois dans un état second, et qu'il atteint la perfection esthétique. En d'autres termes, il fait comme font les écosystèmes. Si bien que ce qu'il réalise s'impose à tous avec une évidence et une nécessité. Cette même évidence et nécessité qui s'impose lorsqu'on parcourt une forêt primaire, par exemple. Alors, quelques conséquences, très rapidement. Comment comprendre dans ces conditions que des saccages d'écosystèmes affectent des humains? Ce n'est pas à mettre sur le compte d'une sensibilité subjective qui peut être jugée par certains comme de la sensiblerie, hein, l'amour des petits oiseaux. Hein. C'est vraiment l'expérience d'une mutilation. Vous pensez aussi à l'artificialisation brutale des milieux, transformer un bois en échangeur autoroutier par exemple, ou en parking d'hypermarché. Ce n'est pas seulement quelque chose d'un sujet humain qui est affecté, c'est la vie telle qu'elle s'est organisée. Et c'est tout à la fois le tout d'un écosystème et la partie, le sujet humain qui est engagé. Autre conséquence importante, l'expérience émotionnelle qui acquiert une dimension esthétique n'est plus un phénomène irrationnel et privé. On voit ici que l'individu ne peut plus être isolé dans son ressenti, entre guillemets. L'expérience esthétique est vraiment ce par quoi un humain, ou un autre organisme, se lie à son milieu et aux autres. Et dans ces conditions, la vie ne saurait être réduite à l'activité biologique. Vivre, c'est vraiment être en relation. Et un organisme vivant vit du milieu dans lequel il évolue. Sa vie n'en est une qu'à la condition de ne pas être seulement la sienne. Et sa vie parvient à son degré maximal d'épanouissement quand elle se nourrit de l'épanouissement des autres vies. Voilà, j'en reste là. Je suis désolé d'avoir été aussi long. Je vous remercie. Très bien, on passe aux questions. Chers amis, moins un public est nombreux et plus la responsabilité de poser des questions devient grande. Merci, cher Stéphane, pour cette très belle conférence.
Alors c'est une toute petite question, mais en fait j'y pensé en voyant la forme des haïkus, et j'aime bien les haïkus aussi. C'est vrai que j'avais moins fait attention avant ton exposé au fait qu'il n'y avait pas de point aussi, et je pense que ça joue un rôle assez qui paraît assez présent. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le haïku comme une volonté au fond de pas du tout déterminer, en fait, de pas essayer d'écrire la nature en la déterminant, en l'encadrant, mais justement par ce côté un peu minimaliste et un peu effleuré, où il n'y a pas tellement de cadre, de laisser venir en fait comme une expérience qui du coup pourrait, comme tu disais tout à l'heure, un peu se diffuser aussi et s'enrichir par rapport au fait qu'on ne dit presque rien, et du coup ça vient d'autant plus qu'on dit presque rien. Oui, c'est assez bien dit. Oui. Bon, c'est d'autant plus évident que la langue japonaise est plus allusive, et que contrairement à ce à quoi le français par exemple nous habitue, l'énoncé est moins signifiant par lui-même. Il donne moins l'impression d'être signifiant par lui-même. Et pour comprendre un énoncé, il faut le contexte. Donc c'est la prise de signification, elle se fait dans le contexte. Et donc c'est tout ce qu'on associe à l'énoncé qui va donner vie au poème. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement cela, c'est qu'il ouvre quelque chose et qu'il invite à la circulation, à la mise en relation, au tissage. D'ailleurs, on sent très bien dans le dernier, tu as reproduit fleur de cerisier, au milieu d'elle se traîne la foule des êtres. Effectivement, que ça fourmille et qu'on sent effectivement le mouvement. Il y a quelque chose comme une expérience assez frappante dans ce type de poésie qu'on n'a pas. On aurait très différent dans un autre langage en fait, qui serait beaucoup plus du l'ordre de la détermination, de la description forcée et fermée. Oui. C'est ça qui est très marquant. Oui, et dans le troisième, effectivement, il y a une interpénétration entre les cerisiers et la foule des êtres, qui sont aussi éphémères au fond. Il n'y a qu'une différence de degré entre la condition des cerisiers, des fleurs de cerisier, des pétales. C'est la floraison, ça ne dure que quelques jours, et puis c'est emporté par le vent, et donc il y a ici une mise en relation avec ce moment qui est très festif au Japon, le Hanami, regarder les cerisiers, mais qui est teinté de quelque chose de très mélancolique dans ce haïku de Issa. Merci. Merci à toi. Ouais, merci Stéphane pour cet exposé qui est très beau et qui indique notre condition terrestre, je trouve. Ce n'est sans doute pas par hasard que tu as pris des exemples au Japon. En tout cas, tu as montré un Hokusai aussi, parce que le mot esthétique est tellement chargé dans le cadre occidental qu'il faut trouver autre chose. Peut-être que le mot, même quand on l'entend comme ça, fait penser à... Je ne m'attendais pas trop à ça, je croyais plutôt que tu allais parler aussi de la dimension esthétique, de ce qui se passe dans les écosystèmes, où on n'est pas seulement dans des éléments de besoin, mais où, par exemple, la diversité des couleurs, des fleurs, que nous trouvons esthétiques, mais qui offre une telle multiplicité, justement, dans cette interrelation pour la reproduction ou pour la nourriture. Je trouve très très beau, du coup, la manière dont tu présentes quelque chose comme une émotion qu'on a toujours appelée esthétique, parce que dès le XVIIIe siècle, c'est le mot qui désigne à peu près le beau, terme que tu n'as jamais utilisé, ce qui est plutôt bien, dans la mesure où il est, alors là, encore beaucoup plus chargé, puisqu'il renvoie sur l'ensemble de la première grande esthétique que nous avons, un prix d'Hydro-Kant, mais
si on laisse tomber tout ça, il y a quelque chose dans ce que tu dis qui est en fait universel et qui renvoie à ce que nous nommons art, et on ne sait pas très bien pourquoi on nomme ça comme ça, dans les cultures primitives, où, me semble-t-il, justement dans les danses, dans les chants, dans les différentes formes de production que nous nommerions artisanales ou artistiques, eh bien, il y a cette tentative de rendre quelque chose de l'écosystème dans lequel on vit, parce que ce n'est jamais que ça. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça ouvre ce que nous nommons art et qui est extrêmement réduit, comme tu l'as dit, c'est sûr, mais ça ouvre à autre chose, une autre expérience. Alors cette expérience, je ne sais pas s'il faudrait trouver un autre mot qu'esthétique, qui est l'expérience d'une immersion dans le vivant, pour le vivant que nous sommes. Alors c'est vrai que c'est un peu ce que Arcot Rosa appelle la résonance, mais je pensais à ça et c'est vraiment retrouver ça, parce que ça, nous l'avons perdu et nous l'avons perdu aussi, parce que nous avons des expériences esthétiques qui sont des expériences de sujet à objet, alors que là, c'est tout autre chose. Voilà, c'est juste cette impression. Oui. Merci Francis pour ton commentaire. Effectivement, ce qui contribue à une certaine atrophie sensorielle et émotionnelle, c'est que nous avons tendance à cloisonner l'expérience esthétique et à la réserver à certains moments qui sont censés être privilégiés. Alors que justement l'expérience esthétique, c'est tout sauf le cloisonnement. C'est au contraire la mise en relation et c'est l'abolition de ces formes de dualisme que j'ai évoquées au début. Et donc effectivement, je suis d'accord avec toi, je me suis gardé, j'ai essayé de ne pas utiliser le terme de beauté parce qu'il est très galvaudé et parce qu'il est devenu trop associé soit à l'art, soit simplement à la question du ressenti, de ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire voilà, quelque chose d'ordre au fond, qui reste confiné à la sphère psychologique, à la sphère individuelle de l'individu qui éprouve des émotions mais qui est le seul à les éprouver. Oui. Moi, je voulais juste dire que je suis pas du tout. Enfin, la philo pour moi c'est quelque chose de ardu, mais j'aime quand même ça et donc c'est pour ça que je viens. Et j'ai retenu, j'ai bien compris ce que vous avez dit, donc c'est pour vous dire que c'était très clair. Non, j'ai essayé de prendre des notes et j'ai retenu une phrase. Donc, ce qui se joue dans l'appréciation d'une œuvre d'art, c'est ce qui se passe dans un écosystème. Donc, j'ai bien compris vos explications. Il y a juste quelque chose au début. Est-ce que vous pouviez réexpliquer? Vous êtes passé rapidement dessus. Je pense que c'est pas le sujet, mais du coup, ça me permettrait peut-être de encore mieux comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez par fonctionnement symbolique? Au début, vous avez dit que apprécier une œuvre d'art, ça se fait dans le cadre d'un fonctionnement symbolique. Et du coup, oui. Voilà. Donc, j'en suis pas du tout au stade des commentaires comme les autres personnes, mais plus d'explications assez scolaires à la limite, vu mon petit niveau. Oui, non, mais je vous remercie beaucoup. Bon, alors le fonctionnement symbolique, c'est par exemple l'exemplification métaphorique tel que Nelson Goodman en parle. Ça signifie que, bon, j'ai donné l'exemple de Giulietta de Bertrand Lavier, une voiture de sport rouge. Eh bien, ça exemplifie métaphoriquement la jeunesse et la passion amoureuse. Comme par hasard, l'œuvre s'intitule Giulietta, et c'est une Alfa Romeo, la voiture de sport. Donc là, il y a une autre relation qui n'est pas de l'ordre de l'exemplification métaphorique, mais il y a une autre forme de relation symbolique, qui serait plutôt la référence complexe à cette œuvre qui est Roméo et Juliette, qui est une tragédie, et donc
on a en fait, cette œuvre d'art, c'est un vecteur de relations, et donc on a quelque chose ici qui est d'ordre écosystémique aussi. Hein. C'est un vecteur de relations, de mise en relation avec d'autres références culturelles, telles que la tragédie, ou bien une référence qui est contemporaine, qui est extrêmement banale et qui est elle-même tragique, qui est la mortalité sur les routes. Et le fait que la première cause de mortalité, me semble-t-il, chez les jeunes, ce sont les accidents de la route. Et donc, voilà, apprécier cette œuvre, c'est tisser les relations qu'elle suggère elle-même. Hein. C'est suivre ce tissu de relations qu'elle suggère. C'est ça le fonctionnement symbolique. C'est pour ça que si on n'opère pas soi-même cette mise en relation, on est déçu quand on se dit, on voit ça, on se dit, mais il se moque du monde. Alors même que l'élaboration esthétique qu'il y a derrière cette œuvre, elle est tout à fait digne de considération, et on n'a pas grand-chose à envier aux œuvres d'art classiques, qui ont toute leur qualité aussi, mais voilà, les modalités sont différentes, mais l'intérêt esthétique n'est pas différent. Eh bien, merci à toi, cher Stéphane. Je comprends ce que tu disais avec ta dimension expérimentale, mais ne t'inquiète pas, toutes tes qualités pédagogiques, de calme et d'explication très claire étaient là, pas de souci. C'est vrai que ce format est intéressant, très intéressant, parce qu'il est plus long que celui dans lequel les universitaires s'expriment habituellement. Donc on a bien plus le temps de développer les choses. Alors, c'est une petite anecdote, cette conférence que je commençais à appeler la conférence maudite a fini par avoir lieu, puisqu'elle a été repoussée non pas une, mais 2 fois, pour des raisons diverses et variées. Alors, si j'entends bien ton propos, du point de vue du philosophe, l'isolement ou le solipsisme sont déjà très compliqués, mais du point de vue du vivant, ils sont complètement impossibles. À partir du moment où je suis organisme percevant dans le monde, je ne suis plus jamais déconnecté en quelque sorte. Je suis toujours déjà dans un écosystème où que je me trouve. Tout à fait. Oui. Et ce qui m'a frappé, qui est amusant, c'est que c'est l'inverse qui se produit dans le réel à travers le vivant, et l'inverse du travail de distinction et de distanciation que fait l'être humain, qui lui ne fonctionne quand il perçoit que par distinguo, par distinction. Ceci est une chaise, ceci est Stéphane assis dessus, ceci est l'ordinateur, etc., etc. Alors que dans le vivant, c'est donc tout l'inverse. Alors je conçois tout à fait la réponse que donneraient les spécialistes du cerveau, j'aimerais la réponse du professeur de philosophie. Est-ce qu'il est possible d'entraîner la perception de l'individu à voir un tout et plus une série d'objets connectés? Il me semble que c'est toujours ce que nous faisons, sauf que nous n'en avons pas conscience. C'est toujours à partir de cet appareillage extrêmement complexe, de ce réseau de signification, de pratiques sociales, voilà, qui s'ancrent parfois dans un passé culturel extrêmement lointain. C'est toujours à partir de ça que nous apprécions les choses. Et effectivement, pour reprendre ce que tu as dit au début, ce qui constitue à mes yeux une erreur funeste, c'est de croire que les choses existent séparément les unes des autres. Et donc c'est de procéder par séparation, par dichotomie, et nous en payons le prix aujourd'hui, hein, nous commençons à en payer chèrement le prix de cette séparation, de cette prétention à vivre
considérant qu'un certain nombre de conditions n'en sont pas et que ce sont des quantités négligeables au fond, et qu'on peut s'en passer, et qu'on peut aller tranquillement aller coloniser Mars, par exemple. Très bien. Merci à toi Stéphane, merci à vous, merci au PMC comme structure, merci à Madame Kilstein pour l'organisation des conférences, merci à toi Christian qui nous fidèle le poste pour la caméra. Les pauses philo ont donc lieu chaque premier mardi du mois et je donnerai personnellement, ainsi que mon équipe, je donnerai personnellement celle du 1er mars. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.